Dans cette vidéo, on va s'intéresser au cours de droit de la famille et plus particulièrement, on va définir ce qu'est le droit de la famille et on va s'intéresser aussi au contenu de ce cours. Alors, la matière de droit de la famille, c'est une matière qui est généralement étudiée en première année de droit, parfois en deuxième année de droit et qui est une matière donc de droit privé, de droit civil plus particulièrement. Nous, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le contenu du cours de droit de la famille. Donc pour ça, on va parcourir le cours et on va s'aider de cartes mentales, de mind map, pour mieux visualiser le contenu de cette matière. Alors rassurez-vous, peu importe l'université dans laquelle vous êtes, le contenu du cours de droit de la famille est presque toujours le même. Simplement, c'est le plan, l'ordre du plan qui peut changer en fonction des différentes universités. Mais on ne va pas simplement parcourir le cours de droit de la famille, on va aussi donner de nombreuses définitions et insister sur les points importants. Donc cette vidéo, ce n'est pas simplement une présentation du cours de droit de la famille, mais ça peut vous servir aussi à réviser les fondamentaux et à savoir ce qui est important et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, là où vous ne devez pas faire d'impasse. On va voir ça tout de suite, c'est parti. D'abord, il faut définir le droit de la famille. En fait, ça c'est le premier réflexe que vous devez avoir pour n'importe quelle matière. Il faut définir ce qu'est la matière que vous allez étudier. Ça vous permet déjà de comprendre ce que vous allez étudier. Et aussi parce que ça peut être l'occasion pour vous d'apprendre une définition que vous allez pouvoir réutiliser le cas échéant dans une dissertation, puisque comme vous le savez, dans les dissertations, il faut toujours définir les termes du sujet. Donc si vous avez une dissertation avec le terme droit de la famille, vous pourrez définir le terme de famille. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça faut le rappeler toujours si on vous demande la définition de la famille, c'est que la famille c'est une notion difficile à définir. Il faut toujours l'expliquer en phrase introductive. Pourquoi ? Parce que bien que constituant une réalité sociale incontestable, la famille existe, c'est une réalité sociale, elle regroupe des situations très différentes, et surtout à l'époque moderne, à l'époque actuelle. Comme souvent en droit, donner plusieurs définitions d'un même terme, et là en l'occurrence du terme de famille. On a une définition juridique au sens large. Au sens large, on peut définir la famille comme un ensemble de personnes descendant d'un auteur commun et rattachées entre elles par le mariage et la filiation. Ça, c'est la définition au sens large. Et on pourrait même adopter une définition encore plus large, puisqu'on pourrait y intégrer les personnes qui sont reliées entre elles par le pax, par exemple, ou par le concubinage, etc. Tout ça pour vous dire que cette notion de famille, elle est difficile à définir. Mais retenez cette définition au sens large. Et puis on a une définition juridique au sens étroit. Au sens étroit, c'est un groupe formé par les parents et leurs descendants, ou même encore plus restrictivement, par les parents et leurs enfants mineurs. Donc vous voyez là, on a une définition vraiment très restrictive, très étroite. Dans tous les cas, pour cette notion de famille, il y a l'idée d'un groupement de personnes plus ou moins nombreuses, rattachées entre elles soit par un lien de sang, soit par un lien de droit. Donc si on vous demande la définition de la famille, vous vous expliquez dans une phrase introductive que c'est une notion difficile à définir, car difficile à appréhender, parce que c'est une notion évolutive, on le verra après, mais qu'on peut adopter une définition large, vous la définissiez, une définition restrictive, vous la définissez, et en conclusion, vous expliquez que dans tous les cas, peu importe le type de définition qu'on va retenir, il y a l'idée d'un groupement de personnes plus ou moins nombreuses rattachées entre elles par un lien de sang ou un lien de droit. Et déjà, si vous expliquez ça, vous aurez presque la totalité des points. Mais c'est pas fini. Si on vous pose une question sur la définition de ce que c'est que la famille, donc le droit de la famille, vous allez devoir expliquer d'autres choses. Et vous allez devoir expliquer que la famille est une notion évolutive. Pourquoi ? D'abord parce que la structure familiale n'est pas la même selon les différentes époques. La famille évolue. Vous comprenez bien que la notion de famille au XVIIIe, XIXe siècle, c'est pas la même qu'au XXe siècle. Et puis aussi parce qu'on a le développement du concubinage et du pax, la diminution du nombre de mariages, l'augmentation du nombre de familles monoparentales. Combien de personnes grandissent dans le cadre de familles monoparentales. On a aussi des familles recomposées, c'est devenu très fréquent. Et puis on a plus récemment, et c'est un thème du programme de droit de la famille, l'apparition de situations particulières, notamment avec la gestation pour autrui, donc qui n'est pas légale en France, qui est prohibée, et qui fait l'objet de sanctions pénales, mais qui est possible à l'étranger. Et donc on a
on verra dans le programme de droit de la famille, mais des situations, ce qu'on appelle de tourisme procréatif, c'est-à-dire des personnes qui vont à l'étranger faire de la gestation pour autrui. Et donc tout ça, ça fait que la notion de famille évolue. Vous devez retenir 2 choses essentielles, toujours dans ces définitions du droit de la famille. Vous devez définir ce que c'est que la notion de parenté et la notion d'alliance. La notion de parenté, qu'est-ce que c'est ? Ça, retenez-le, c'est vraiment important. C'est un lien unissant des personnes par le sang. Alors on a la parenté en ligne directe qui va viser les personnes qui descendent les unes des autres. On parle d'ascendant ou de descendant, donc relation père-fille, père-fils, mère-fille, mère-fils, etc. Et inversement, du fils au père, etc. On a la parenté collatérale qui vise les individus descendant d'un auteur commun. On a les degrés qui vont permettre de compter le nombre de générations qui séparent 2 personnes. Donc par exemple, votre grand-père et vous êtes parents au 2e degré. Ensuite, on a l'alliance. Donc, l'alliance, c'est quoi ? C'est un lien de droit entre un époux et son conjoint, ou les parents de son conjoint. Pour ceux qui ont vu le film Mon beau-père et moi, par exemple, la relation entre Robert De Niro, alors j'ai oublié son nom dans le film, et dans le film, c'est personnage c'est Furniquet, les deux sont liés par une relation d'alliance et pas de parenté. Donc si vous voulez, de lien de droit et non pas de lien de sang. On a l'adoption, alors l'adoption on le verra après, mais c'est un programme du droit de la famille, c'est un lien de filiation qui va unir l'adoptant et l'adopté. Donc on peut définir finalement le droit de la famille comme la branche du droit privé qui concerne l'ensemble des règles juridiques applicables au sein de la famille. Et la famille, on l'a définie, et vous avez vu qu'en fait, la famille, globalement, il faut retenir que c'est une notion complexe à définir, mais on peut quand même cerner un petit peu ce que c'est que la famille à partir des éléments qu'on a vus. Alors très important, si on vous demande de définir le droit de la famille, vous expliquez ça d'abord, que c'est la branche du droit privé qui concerne l'ensemble des règles juridiques applicables au sein de la famille. Ensuite, vous définissez la famille. Et comme à chaque fois que vous avez une question de cours, si vous avez une question de cours là-dessus, vous devez avoir une cohérence dans vos réponses, c'est-à-dire que vous devez organiser logiquement votre réponse. Et donc vous commencez par expliquer, phrase introductive, que c'est une notion complexe à définir, qu'on retient 2 types de définitions, définition large, définition restrictive, et en conclusion, vous expliquez finalement comment on peut définir la famille. Quelles sont les principales notions à connaître en droit de la famille ? Alors, là, on va parcourir le cours de droit de la famille. Donc le plan de cours qu'on va voir, c'est le plan de cours qui figure sur le site internet, sur l'académie, le programme de l'académie L1 et dans le programme des fiches de droit de la famille. Mais vous allez me dire, oui, mais moi je ne vais pas apprendre le plan de cours parce que dans ma fac, il y a peut-être des spécificités. Alors je vous rassure, c'est toujours à peu près le même plan, mais vraiment similaire à 95% dans toutes les universités. Pourquoi ? Parce que on va vous demander d'apprendre le cœur, la base du droit de la famille, et donc ce sont toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Vous pouvez évidemment avoir des spécificités en fonction des universités, mais je vous assure que globalement c'est la même chose. Donc tout ce qu'on va voir là, c'est des notions de toute façon que vous allez devoir apprendre, et les thèmes qu'on va voir, parcourir le plan de cours, ça va vous permettre d'avoir une vision globale du droit de la famille, peu importe l'université dans laquelle vous êtes. Donc nous on va voir le droit de la famille en 3 grands thèmes. On va voir d'abord l'union en droit de la famille, et on verra le mariage et l'union hors mariage. Ensuite on verra, alors là il y a une petite erreur, c'est 3 thèmes, 20 notions, 20 cours si vous voulez. Donc ensuite on verra le thème de la filiation, qui est un gros morceau aussi. Donc le plus gros morceau c'est l'union en droit de la famille, puisqu'on voit tout le mariage, toutes les règles sur le mariage, il y a énormément de cours. Ensuite la filiation, qui sera le 2e thème, et ensuite on verra le thème de l'autorité parentale. Alors ne vous laissez pas berner par le fait qu'il n'y ait que 3 thèmes, en réalité ça c'est tout le programme de droit de la famille, c'est très large. Mais vous commencez à comprendre, à avoir une vision globale de ce qu'on va étudier. Alors d'abord, thème numéro 1, l'union en droit de la famille. Le thème de l'union, c'est une partie très importante, je vous l'ai dit, du programme de droit de la famille. Vous avez de nombreux modes de conjugalité. Vous pouvez retenir dès maintenant ce terme, mode de conjugalité. D'abord, vous avez l'union entre 2 personnes qui se fait par le mariage, sous thème numéro 1. Et puis, vous avez aussi l'union entre 2 personnes qui va se faire en dehors du mariage. Et là, on va parler d'union hors mariage. L'union par le mariage d'abord. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie ? On s'intéressera d'abord au thème des fiançailles. Les fiançailles, est-ce qu'elles sont appréhendées par le droit ? Ou est-ce que c'est simplement des règles de fait, le droit s'en désintéresse ? Comment se forme un mariage ? Quelles sont les conditions de validité du mariage ? Retenez bien toutes ces questions parce que c'est ces questions auxquelles on va répondre dans le programme de droit de la famille. Que se passe-t-il en cas de non-respect des conditions du mariage ? Quels sont les effets et les conséquences juridiques qui découlent du mariage ? Il y a bien des effets, des conséquences qui vont découler du mariage. Alors d'abord les fiançailles. Les fiançailles, vous l'avez compris, se distinguent du mariage.
des fiancés, ne sont pas des mariés. Les fiançailles, c'est quoi? C'est tout simplement une promesse réciproque de mariage qui ne crée aucune obligation juridique entre les futurs époux. Du moins en principe. Il y a en effet un certain nombre de règles qui vont concerner la rupture des fiançailles. Notamment, vous savez, sur tout ce qui est restitution des cadeaux, comme par exemple la bague de fiançailles. Vous avez l'hypothèse d'un homme, par exemple, qui va offrir une bague de fiançailles à sa fiancée. Et puis finalement, il n'y a pas de mariage. Il a offert la bague quelques jours avant le mariage, il est dégoûté. Et comment il fait? Est-ce qu'il peut récupérer le montant, la bague de fiançailles? Ou est-ce que une fois qu'on l'a donnée, voilà, c'est fait, c'est donné. C'est ce type de règles qui vont être appréhendées par le droit et pas par la loi en réalité, mais par la jurisprudence, puisque c'est des cas qui se sont posés, c'est des cas jurisprudentiels. Ensuite, on verra, et ça nous prendra un peu de temps aussi, les conditions du mariage. On aura des conditions de fond et des conditions de forme. On verra qu'il y a des conditions qui sont liées au consentement. Donc l'idée de ce cours, c'est surtout d'apprendre que en fait, un mariage doit répondre à de nombreuses conditions pour être valide. On va étudier aussi les conséquences juridiques en cas de non-respect de ces conditions, ça c'est important. Il ne suffit pas, comme à chaque fois en droit, d'énoncer les règles juridiques, les conditions. Il faut bien voir quelles vont être les conséquences juridiques, donc le régime juridique. Donc on verra qu'il y a des sanctions pénales et des sanctions civiles qui peuvent être prononcées dans certains cas en cas de non-respect des conditions. Et puis à cette occasion, vous devrez apprendre ce qu'est une opposition à mariage et dans quel cas la nullité du mariage peut être prononcée. Ça, c'est des thèmes très importants qui tombent souvent en cas pratique. Alors le mariage est soumis à des conditions de fond et de forme, on l'a vu, mais nous là, ce qui nous intéresse ici, enfin ce que je veux que vous reteniez, c'est la définition de l'opposition à mariage. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir l'apprendre et qu'autant l'apprendre maintenant. Ça, vous pouvez le noter d'ores et déjà sur une fiche. L'opposition à mariage, c'est un acte par lequel des personnes expressément visées par la loi ayant connaissance d'un empêchement informent l'officier de l'état civil qu'elles entendent s'opposer à la célébration du mariage. C'est une sanction préventive qui interdit à l'officier de l'état civil de célébrer une union. Retenez bien cette définition parce que comme ça tombe souvent en cas pratique, ça peut tomber en dissertation, vous devrez à un moment ou un autre ressortir cette définition, donc autant l'apprendre dès maintenant. Le mariage, on l'a vu, produit des effets juridiques importants. Alors là, on découvrira que c'est pas un acte anodin. Les gens qui se marient pour faire des photos sur Instagram et montrer aux autres, vous voyez, j'ai une belle vie, sans volonté véritable de se marier, ils se rendent peut-être pas compte que civilement, je parle même pas d'un mariage religieux, je parle d'un mariage civil, parce que c'est ça en fait qui produit les effets juridiques. Civilement, ça engage, ça a des conséquences juridiques très importantes. Ça va mettre à la charge des époux des devoirs réciproques. Donc on va découvrir dans cette partie les effets personnels du mariage, notamment avec le devoir de fidélité, le devoir de secours et le devoir de communauté de vie. Et puis on verra les effets pécuniaires du mariage, la contribution aux charges du mariage, la solidarité aux dettes du ménage, les règles sur le logement familial, etc. Il y a beaucoup de règles là-dessus qui sont susceptibles de donner lieu notamment à des cas pratiques. Cas pratique, c'est vraiment un exercice qui est parfait pour le droit de la famille. Et puis on verra ensuite que le mariage peut prendre fin. Donc comment le mariage peut prendre fin ? La nullité du mariage, la séparation de fait, la séparation de corps. Alors ça, c'est des notions juridiques que généralement on ne connaît pas et qu'on apprend en découvrant le droit de la famille. Et puis ensuite le divorce. Le divorce, tout le monde sait ce que c'est globalement, notamment dans le langage courant, mais c'est une partie très importante du cours de droit de la famille parce qu'il y a beaucoup de règles juridiques qui sont liées au divorce. Et donc là, on verra plein de questions. Qu'est-ce que c'est que le divorce ? Quels cas de divorce sont prévus par la loi ? On verra qu'il y a plusieurs cas de divorce. Quelle est la procédure ? Ça, c'est très important, ça nous prendra beaucoup de temps aussi. Quels sont les effets, les conséquences juridiques qui découlent d'un divorce ? Qu'est-ce que la séparation de corps ? Donc, on verra que c'est une notion, pareil, que peu de gens connaissent, la séparation de corps, mais qui est aussi importante. Et est-ce qu'il existe d'autres causes de dissolution du mariage que le divorce ? Ensuite, donc toujours dans l'union par le mariage et toujours dans le divorce, on va voir les différents cas de divorce. La procédure et leurs effets, on verra que ça produit des effets juridiques importants, le divorce, donc effets personnels, effets pécuniaires, comme pour les effets du mariage. Et dans cette partie, on verra notamment les règles, et je vous invite à être très attentif là-dessus. Si vous avez un galop d'essai ou un partiel bientôt sur le droit de la famille, revoyez le thème sur la pension alimentaire et la prestation compensatoire. Ça, c'est des thèmes bouillants qui font très souvent l'objet d'examen, donc il faut connaître cette partie. L'union hors mariage, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir le PACS. Donc là, c'est un peu le même plan à chaque fois. On va voir les conditions de validité du PACS, les effets du PACS et les règles relatives à la dissolution du PACS. Vous voyez, c'est un peu le même plan. Comme pour le mariage,
On va insister aussi sur les effets du PACS, donc les effets personnels et les effets patrimoniaux du PACS. Vous avez la définition ici du PACS que vous pouvez retenir dès maintenant ou alors repérer dans votre code civil. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, cette définition, vous allez devoir nécessairement la réutiliser. Peu importe que vous soyez en cas pratique, en question de cours, en dissertation, il y a de fortes chances pour que si vous êtes interrogé sur le PACS, vous devez réutiliser cette définition. On verra le concubinage. Moi, ça c'est, je crois, ma partie préférée. C'est le plus simple. Donc le concubinage, on verra que ça figure bien dans le programme de droit de la famille. C'est logique en fait parce que c'est une forme de couple de plus en plus répandue. Comme de moins en moins de gens qui se marient, en tout cas de plus en plus de personnes qui vivent dans des situations hors mariage, et le concubinage produit bien des effets juridiques. Vous pouvez là aussi retenir la définition que je vous ai mis ici, très important, ou alors la repérer dans le code civil. Comment définir la filiation ? Donc ça, c'est le thème numéro 2, autre gros thème du programme de droit de la famille. Donc là, vous voyez déjà, vous avez une vision globale du thème numéro 1. C'est pour ça que ces vidéos, elles sont utiles, ça vous donne vraiment une vision globale. En une demi-heure, en fait, vous savez à peu près ce sur quoi vous allez être interrogé. Thème numéro 2, la filiation. Alors ça peut se définir, l'établissement d'une filiation va produire des effets juridiques en conférant des droits et des devoirs aux parents. Le lien de filiation permet par exemple à un enfant d'obtenir des droits dans la succession en cas de décès de ses parents. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair. D'abord, la définition, elle est ici. La filiation, c'est un lien de parenté, défini par des droits, des devoirs, des attentes et des interdits particuliers. Pour simplifier, vous pouvez retenir que la filiation, c'est un lien juridique entre un père ou une mère et son enfant. Alors pourquoi c'est important la filiation ? Ça, il faut bien le comprendre avant de voir toutes les règles qu'on verra après. Je le dis ici, parce que le lien de filiation, ça va produire des effets juridiques. Ça va conférer des droits et des devoirs aux parents. Là, je vous ai mis un exemple. Je vous dis, le lien de filiation permet par exemple à un enfant d'obtenir des droits dans la succession en cas de décès de ses parents. C'est un exemple, un des effets qui résultent de la filiation. C'est parce que vos parents sont vos parents et que vous avez un lien de filiation avec eux que si un jour ils sont amenés à décéder avant vous, que vous avez des droits dans la succession. Donc très important, et c'est pour ça qu'on voit toutes les règles autour de la filiation, c'est à cause des effets. Donc il existe certaines limites à la possibilité d'établir un lien de filiation, ça on le verra aussi, notamment en cas d'enfants issus d'une relation incestueuse. C'est un programme du droit de la famille, une partie. On a des grands principes en droit de la famille, en droit de la filiation. C'est la prohibition de l'inceste et la prohibition de la polygamie. Ce sont des principes très importants, c'est pour ça que c'est des principes qui guident un peu toutes les règles sur le droit de la filiation, on verra des règles là-dessus. Alors on verra d'abord qu'il y a la filiation par la procréation. Donc s'agissant de ce type de filiation, le cours de droit de la famille va présenter d'abord les modes d'établissement non contentieux de la filiation, puis on présentera ensuite les modes d'établissement contentieux. Alors je vous rassure, c'est là où vous vous dites c'est un peu du chinois, c'est normal. Vous allez comprendre au fur et à mesure du cours de droit de la famille, on verra vraiment des cas pratiques qui vous mettront en situation pour bien comprendre. Les modes d'établissement non contentieux de la filiation, qu'est-ce que c'est ? La filiation peut être établie par l'effet de la loi. En fait, c'est l'acte de naissance pour la mère et la présomption de paternité, très important cette notion de présomption de paternité, qui permettent d'établir la filiation. Et puis on a la filiation établie par l'effet de la volonté, on va parler de reconnaissance volontaire. Et puis on a la filiation d'état, la possession d'état constatée par acte notarié. Les modes d'établissement contentieux de la filiation. Ici, on va insister sur notamment l'action en recherche de maternité et en recherche de paternité, l'action en rétablissement de la présomption de paternité, l'action en constatation de la possession d'état. L'action en recherche de maternité, vous pouvez retenir dès maintenant. Ça, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Il y a des définitions tellement importantes, vous pouvez les noter vraiment dès maintenant. C'est une action en justice par laquelle un enfant ou ses représentants demande l'établissement de sa filiation maternelle. Et l'action en recherche de paternité, c'est une action en justice qui vise l'établissement de sa filiation paternelle. On verra des cas pratiques là-dessus. On verra aussi la contestation de la filiation, donc une action en contestation de la filiation qui consiste à remettre en cause un lien de filiation maternelle ou paternelle. On verra que ça a un intérêt dans certains cas. Cette action, elle est nécessaire notamment pour établir une filiation qui vient contredire une filiation légalement établie. On parle de principe chronologique, c'est-à-dire que si vous voulez établir une filiation, que vous en avez déjà une qui est légalement établie, vous allez d'abord devoir contester cette filiation. Rassurez-vous, on verra ça après, mais vous pouvez retenir dès maintenant cet article 320 du Code civil. Et le principe chronologique, tout ça c'est des termes importants, comme ça quand vous les verrez après,
vous saurez que là, c'est un point brûlant qu'il faut bien le comprendre. La filiation par l'adoption, donc ça on verra l'adoption plénière et l'adoption simple. Donc là, voilà, vous avez les définitions ici, on les reverra, mais vous pouvez les noter dès maintenant, au moins vous avez les bases de ce que c'est que l'adoption plénière et l'adoption simple, et repérer les articles dans le Code civil. On verra les situations particulières dont je vous parlais précédemment. Donc on a une partie du cours de droit de la famille qui va s'intéresser à la filiation en cas de gestation pour autrui, la GPA, et en cas de procréation médicalement assistée, il y a des règles particulières qui s'appliquent. On verra aussi la situation atypique des personnes transgenres, on va aborder cette situation. Et puis dernier thème, et rassurez-vous, on terminera là-dessus, c'est le thème de l'autorité parentale. Alors c'est un thème un petit peu moins dense que les deux thèmes qu'on a vus avant, mais il y a quand même des choses à voir. D'abord, retenez dès maintenant cette définition. Qu'est-ce que c'est que l'autorité parentale? C'est un ensemble de droits et de devoirs qui ont pour finalité l'intérêt de l'enfant. Donc pour finalité l'intérêt de l'enfant, ça veut dire quoi? La finalité, c'est de protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Donc c'est l'article 371-1 du Code civil. Ça, vous pouvez le retenir dès maintenant. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce thème de l'autorité parentale? On verra d'abord les règles relatives à l'exercice de l'autorité parentale. On verra en fait que c'est la question de qui exerce l'autorité parentale. Donc on verra qu'elle peut être exercée conjointement par les deux parents. On parle d'exercice conjoint de l'autorité parentale, ou alors par un seul des parents, dans certains cas. On parle d'exercice unilatéral, et vous avez même d'autres cas dans lesquels aucun des parents ne va l'exercer, puisqu'elle sera exercée par un tiers. On verra ensuite les attributs de l'autorité parentale. C'est quoi en fait l'autorité parentale? Qu'est-ce que ça permet? Donc là, on verra l'obligation d'éducation, l'obligation d'entretien. S'agissant des biens de l'enfant, on verra l'administration légale et la jouissance légale. Et enfin, on verra les contrôles de l'autorité parentale. Donc là, on présentera notamment les mesures d'assistance éducative, ainsi que les règles relatives à la délégation et au retrait de l'autorité parentale. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.